Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Et bienvenue à toutes et à totus pour ce dernier épisode, ce 15e épisode, si je ne dis pas de bêtises, du Rip Show, qui va permettre de clôturer tout simplement cette fin de saison régulière de NBA, de basketball, parce qu'on attaque directement les playoffs, et même d'abord les play-in d'ici 2 jours, si je ne me trompe pas, et les playoffs, une fois que les play-in seront terminés, d'ici une petite semaine. Donc voilà, on se retrouve tout simplement pour faire le bilan dans un épisode un chouï différent d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas faire les différentes rubriques, les injury reports, etc. parce que je compte faire une vidéo déjà dans un premier temps qui va faire un bilan sur la fin de saison régulière des Los Angeles Lakers, étant donné que je suis un fan des Lakers et bien plus spécialisé dans cette équipe, étant donné que je la regarde tout le temps. Donc j'ai un avis un petit peu plus construit, puis je voulais faire également une vidéo probablement accompagnée d'Enzo pour faire tout simplement les brackets, les pronostics et les reviews des différents match-ups qu'on va retrouver en play-off la semaine prochaine. Donc on clôture cette belle saison, c'était une belle expérience, en tout cas je ne sais pas si je la reprendrai la saison prochaine, en étant très sincère, parce que différents projets, et puis que j'avoue que personne m'écoute, mais étant donné que je ne fais pas de promotion, c'est normal que personne m'écoute. C'est un autre débat. On commence directement et on rentre dans le vif du sujet avec tout simplement le bilan. Alors, je l'ai appelé bilan de la semaine. Vous savez bien que ça a bugué, donc on va se le remettre parce qu'on est des gens cool. Je l'ai appelé bilan de la semaine. Mais vous savez très bien que là, ça va être le bilan de fin de saison, étant donné que la semaine dernière, je n'ai pas fait de podcast. Et que la semaine encore avant, j'avais fait un hors-série pour savoir qui allait aller en play-off et en play-in du côté de l'Ouest, et non pas de l'Est. Et là, on fait ce bilan de fin de saison, tout simplement, où on va s'attaquer à décrypter un petit peu les différentes équipes qui ont performé, les upsets, les déceptions, les réussites, ceux qui ont confirmé, tout ça. Et je vais même, d'ailleurs, partager le bracket que j'avais fait en début de saison, avec Enzo, qui vous allez voir est un petit peu miteux, où j'avais pronostiqué les différentes performances de chaque équipe. Je crois qu'à l'Est, j'ai quasiment tout juste une équipe où je me suis monumentalement vautré. À l'Ouest, c'est un petit peu plus compliqué, à l'Ouest, c'est un sacré bordel même, parce qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas performé et qui n'ont pas été à la hauteur des attentes qu'on pouvait porter sur elles. Enfin bref, on attaque directement. On commence à l'Est. À l'Est, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? La vanne, on l'a suffisamment utilisée. Écoutez, à l'Est, je crois que le trio de tête, c'était celui que j'avais mis. Je vous partage juste mon bracket. Ignoble sur Excel. Vous pouvez voir, faites un screen, vous moquez pas, il faut le faire également avant de juger. Mais j'étais plutôt clean, disons que j'avais mis les Sixers premiers. Je pensais avoir une saison régulière un petit peu plus performante de la part de Joel Embiid, Tobias Harris, James Harden, etc. Finalement, ils sont troisième, hein. C'est plus qu'honorable pour le coup, mais je m'attendais vraiment à peut-être une équipe qui allait rouler sur la ligue en saison régulière et peut-être s'affaisser et s'écrouler au second tour des playoffs. On fera les pronostics dans la prochaine vidéo pour les playoffs. Un petit peu décevant, un début de saison un petit peu difficile de la part de Philadelphie, avec un Joel Embiid et même un James Harden qui ont été écartés des parquets pendant plusieurs semaines, ce qui a valu à l'équipe de patiner un petit peu autour de la 9e place, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Donc un petit peu compliqué ce début de saison de la part des Sixers, mais finalement ils se sont rattrapés avec des longues winning streaks, vraiment ça a été même impérial. Je vous mets leur calendrier, mais ouais, ça a été un petit peu difficile au début, puis après ça fait des grandes winning streaks comme vous pouvez le voir ici. Là aussi ça a bien enchaîné du côté de janvier, février également, et pour finir en mars, pour confirmer ce statut. Et ils joueront face aux Brooklyn Nets le 15 avril, donc pour ceux qui sont à New York, je vous recommande d'aller voir ce match-up, c'est toujours intéressant. C'est pas le plus fancy, honnêtement, mais intéressant. Et puis finalement, Philly qui se confirme, qui s'installe tranquillement, et avec un Joel Embiid qui est vraiment en train de rouler sur la ligue en termes de performance individuelle.
plus que collective. Donc les Phillies ont clutch. Après, dans mes pronos, j'avais mis les Celtics. Les Celtics, deuxième, donc ça j'avais juste, c'est ce que je m'étais dit en me disant Joe Mazzulla, mon coach intérim pour ceux qui ne se souviennent pas, mais il y a eu un scandale avec Ime Udoka qui avait tout simplement eu un rapport sexuel avec une de ses collègues. C'était consenti, mais il a quand même trompé sa femme, donc c'est une merde. Et donc du coup il a été viré, et du coup c'était l'assistant coach Joe Mazzulla qui est venu faire le coach intérimaire, et ça s'est plutôt bien passé. En réalité c'était normal, il y avait déjà un projet, l'équipe était allée en finale la saison dernière. Ils avaient même juste renforcé leur effectif en ajoutant Malcolm Brogdon, on va en parler tout à l'heure, mais qui va être le futur 6e homme de l'année, je pense. Donc effectif qui déroule sans aucun problème. Ils étaient à la hauteur de leurs attentes, enfin des attentes qu'on pouvait porter sur l'équipe. Mention spéciale quand même au fait qu'ils ont réussi à passer ce micro-shitstorm en début de saison où ils perdent leur coach qui les avait quand même amenés en finale pour Joe Mazzulla qui a très bien fait le travail. Après je pense que c'était pas très compliqué, on est honnête, mais bon voilà. Milwaukee finit premier de cette saison régulière. C'est vrai que j'ai commencé par Philly parce que je les avais mis premiers dans mon bracket. Mais donc Milwaukee, moi je les avais mis troisième. Et écoutez, le rouleau compresseur du Wisconsin, je sais même plus dans quel état ils sont, mais on va dire le Wisconsin, je crois. Incroyable. Giannis Antetokounmpo est juste phénoménal, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais globalement, une performance collective monumentale avec un collectif juste insane. Enfin, Giannis qui est encore en calibre MVP, même si je pense qu'il sera troisième dans la course. Ils ont eu un Jrue Holiday qui a été All-Star, qui a été récompensé. Il a été XXL sur cette saison, franchement. Et il a vraiment tenu la baraque, notamment pour pallier à l'absence de Chris Middleton, qui était absent la saison dernière en fin de saison, parce qu'il s'était fait les ligaments croisés ou le tendon d'Achille, je ne me souviens plus. Et qui a eu pas mal de difficultés à revenir. Il faisait un match sur 2, puis c'était un petit peu en demi-teinte, en dents de scie. C'était un peu compliqué quand même pour le poste 2-3 de Milwaukee. Et Jrue Holiday a vraiment tenu la baraque, a fait des grosses performances et a fait un gros run. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a eu un moment où il s'était en 14-0. Voilà. Ça, ils ont roulé pendant 4 semaines sur la ligue, 5 semaines même, ils ne perdaient rien. Puis ils n'ont pas affronté de la merde, je veux dire, à l'époque ils affrontaient quand même Denver, New Orleans était quand même en bonne forme, les Clippers, Miami, Portland était également en bonne forme, les Lakers, les Clippers, Boston, Miami, bref. Ils ont affronté des équipes formidables, ils ont fait un gros run et globalement l'équipe ne déçoit. Enfin, me déçoit rarement. Excusez-moi, je vais fermer les fenêtres. Hop là. Et puis incroyable pour le coup, fantastique, bravo. Côté Cleveland, pour moi c'est pas une surprise. Je les avais mis 5e parce que j'avais mis le Heat 4. Je m'étais un petit peu trompé sur le Heat. Mais les Cavs, quelle saison bordel, emmené par un Donovan Mitchell absolument incroyable, en étant très sincère, parce que la saison que Donovan Mitchell propose, elle est quand même plutôt chouette, en étant très sincère. Le collectif est vraiment bien emmené par J.B. Bickerstaff, qui pour moi est runner-up dans la course du coach de l'année, avec personne d'autre. Pour moi, il a vraiment fait un très très bon boulot. Il arrive et puis ça clique bien, franchement, le backcourt. Alors ils ont eu pas mal d'absents. Il y a eu pendant un bon moment du coup Darius Garland qui n'était pas là, donc leur meneur. Mais Donovan Mitchell a vraiment tenu la baraque et on s'est retrouvé avec un secteur intérieur, mais bien emmené par un Jarrett Allen et un Evan Mobley, qui aurait pu être défenseur de l'année, très sincèrement, qui ont fait un boulot incroyable à l'intérieur, sans déconner, avec un backcourt incroyable. C'est-à-dire Donovan Mitchell et Darius Garland ont fait un taf de fou, et tout ça a été bien enveloppé par des bons role-players qui ont fait le travail. Je pense notamment à Isaac Okoro, je pense également à des petites performances de Cedi Osman, de Caris LeVert. Donc franchement, beau collectif, relativement jeune, comme vous pouvez le voir. Il y a Ricky Rubio qui a 32 ans et Danny Green qui a 30 ans. Danny Green est là-bas, j'ai complètement oublié qu'il était là-bas. Mais il y a quelques briscards qui traînent, mais qui jouent pas beaucoup. Mais sinon, la moyenne d'âge, elle est plus autour des 25 ans. Et c'est une très belle équipe, très très belle équipe. Et j'ai hâte de voir ce match-up tout simplement en play-off face aux Knicks, parce que voilà, je vous mets le tableau. Donc il faut attendre les résultats du play-in pour le premier et le deuxième en termes de match-up. Mais Cleveland et New York s'affrontent. Et ça va être un très 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 bel affrontement, parce que je pense que c'est deux franchises qui sont un peu au coude à coude. Je pense que Cleveland a beaucoup plus de marge. Je suis en train de faire la preview, faut pas que je fasse ça, mais je vais aller très vite. Je pense que Cleveland a un petit peu plus de marge en termes de
de limite et un peu plus de clutch factor, notamment Donovan Mitchell qui a une belle expérience en playoff, contrairement par exemple à un Julius Randle qui peut se casser les dents ou un Jalen Brunson. Bref, mais ça c'est un bel affrontement. Ça là, j'ai montré du doigt à l'écran, vous ne voyez pas mon doigt, c'est vraiment, j'ai 46 ans. Ça là, ça c'est super intéressant à regarder. Je vous vraiment, si vous avez le temps, regardez cette série parce que elle va être juste incroyable. On enchaîne toujours à l'Est. On parlait des Cavs contre les Knicks. Les Knicks ont créé la surprise. Ça a été très dur. Honnêtement, ça a été une saison qui a été un petit peu difficile. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai un peu honte. Je les avais mis 12e parce que j'y croyais pas du tout. Je croyais pas forcément à l'association Jalen Brunson, Julius Randle, notamment la saison dernière où ils avaient été quand même très décevants. Il y a eu pas mal de scandales. Honnêtement, la saison des Knicks a été difficile, mais depuis la trade deadline, depuis l'ajout de Josh Hart à l'effectif, ils ont déroulé. Ils ont très sincèrement déroulé. Je vous mets juste leur calendrier donc à la trade deadline, donc le 11. Et ils ont fait une belle winning streak. Voilà, comme vous pouvez le voir, je crois qu'ils ont fait 8 ou 9 matchs de victoires. Après, ils ont eu des petits creux de vague, mais ils ont quand même compensé avec des grosses séries de victoires. Et incroyable. Je les attendais pas à ce niveau-là, en étant très sincère. Ils ont été bien emmenés par un Jalen Brunson. Ça, franchement, mention spéciale à Jalen Brunson. Donc il y a ce petit monsieur qui sort des Mavs avec une belle campagne de playoff de la saison dernière où ils sont en finale de conf. 24 pions, il prend ses responsabilités. Il a manqué aux Mavs, en étant très sincère, il a clairement manqué à Luka Doncic. Et il a pris ses responsabilités, il a bien accompagné son ami Julius Randle, ici. Et ça a bien roulé. Après, c'est entouré de bons joueurs. Hein. On avait notamment du Emmanuel Quickley, qui pour moi aurait mérité... Pour moi, mérite d'avoir le trophée de 6e homme de l'année, parce qu'il a fait une belle fin de saison. Mais ils ont également eu du RJ Barrett pour compléter, du Mitchell Robinson à l'intérieur. Alors, il y a eu des trades, parce qu'il y avait des gens qui étaient là avant, etc. Mais même Quentin Grimes, il a pas mal joué, même si c'était pas incroyable, mais il a quand même fait des belles choses. Donc voilà, mais vraiment, ce monsieur a vraiment changé la donne, et il a même changé ses stats, hein, je vais vous juste le montrer, parce qu'il était à Portland, et du jour au lendemain, ses stats n'ont rien à voir par rapport à quand il était à Portland. Voilà, je vous montre juste les stats, le Big Leap, il prend 8% au field goal, il prend 21% à 3 points, ça shoot, ça rentre, alors c'est pas criant non plus, hein, regardez, il prend juste un tir de plus par match, mais son plus-minus, il est incroyable. Et il est très très juste. Il a été extrêmement juste quand il a joué du côté de New York, un petit peu plus désinhibé. C'est ce qui a payé, c'est ce qui a fait que la franchise s'est retrouvée dans cette position-là de confort, hein, où il ship finalement une place qu'on aurait plutôt réservée au Heat, au vu des attentes qu'on avait derrière l'équipe. Mais donc les Knicks, belle surprise. Ils m'ont un petit peu mouché, pour être honnête. Je ne m'attendais pas du tout à les voir à ce niveau-là. Ils étaient plus, pour moi, ils auraient été en play-in. J'avoue que mon bracket, je suis désolé, mais je me fous de la gueule du monde parce que j'ai vraiment mis les Hornets 10e dans le play-in, donc je me fous vraiment de la gueule du monde. Mais les Knicks, bravo à vous et aux fans des Knicks. J'aimerais bien être à New York en ce moment juste pour aller voir un de leurs matchs parce que je pense que ça va être un bel affrontement. Pour payer 300 balles pour être tout en haut du Madison Square Garden. Arrêtez avec les prix, les gars. Mais les Knicks, bravo. Bravo les Knicks. Brooklyn, je les avais mis 6e. Ils sont 6e, let's go! Premier bon truc avec Boston. Alors les Nets, pardon. Pareil, ça a été un peu un fiasco. Et c'est un petit peu dur d'évaluer finalement la performance. Et j'avais pas prévu tout ce qui allait se passer. Moi je les mettais 6e et je pensais que les joueurs allaient rester dans leur franchise, c'est-à-dire Kevin Durant et Kyrie Irving. Finalement non, ils sont partis tous les deux à la trade deadline, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais alors que ça roulait bien du côté des Nets, hein. Ça roulait très très bien. Les franchise players sont partis, il y a eu un micro-fiasco. Et les Nets s'en sont quand même bien sortis, pour être très honnête, je trouve. Je vais fermer cette fenêtre. Parce que, alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, mais les Nets, c'était un petit peu dur en début de saison. Ça a patiné quand ils avaient leur franchise player. Voilà. Ça gagnait, ça perdait, ça gagnait, ça perdait. Puis il y a un moment, voilà, il y a beaucoup de verre. Tout d'un coup, ça a roulé. Kevin Durant avec Kyrie Irving. Quand Kyrie est revenu, que Kyrie au début de saison il était pas là, il faisait du vaudou, il faisait des incantations chamaniques, on n'a jamais vraiment compris ce que faisait ce mec, mais quand il est revenu, qu'est-ce que ça a déroulé, on s'est dit putain, mais le rouleau compresseur des Nets, en fait il est toujours là, et Kevin Durant est toujours au niveau, donc on a eu un peu peur, on s'est dit putain les mecs ils sont deuxièmes, parce qu'à un moment ils ont été deuxièmes de l'NBA, ça déroule. Et il y a un moment, il y a Jimmy Butler, il est tombé sur Kevin Durant, et Kevin Durant, il a
pas pu jouer parce qu'il était blessé, il était écarté des parquets pendant un petit moment. Et ça commençait un peu à perdre, hein, comme vous pouvez le voir. Ça perdait un peu, mais ça gagnait, ça tenait la baraque, c'est-à-dire qu'il y avait une avance de par cette winning streak insane. Et cette petite avance, voilà, t'étais plutôt à l'équilibre sur les matchs qui suivaient, t'en gagnais un, t'en perdais deux, t'en gagnais un, t'en perdais un, bref. Vous comprenez le système. Et puis là, tout le monde s'est barré. À partir du 9 février, tout le monde s'est barré alors que ça allait plutôt bien du côté des Nets. Mais Kyrie Irving demande son trade parce qu'il arrivait en fin de contrat. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ne comprennent pas trop, mais il arrivait en fin de contrat. Donc il a demandé son trade. Il a été trade du côté de nos amis de Dallas, donc pas de playoff pour notre ami Kyrie. Et puis Kevin Durant, dans la foulée, demande son trade pour partir à Phoenix, donc playoff pour notre ami Kevin. Et dans tout ça, les Nets... Et je me souviens, je l'avais prédit, je suis fier de moi, j'avais dit ils vont dégringoler petit à petit dans les standings, mais ils vont conforter cette place en play-off parce qu'ils ont récupéré un effectif plus que correct. Et finalement, on se retrouve, j'en parlais déjà dans 3-4 épisodes auparavant, mais on se retrouve dans une line-up, dans un effectif qui ressemble vachement à celui de 2019 ou 2018, je crois, où D'Angelo Russell est du côté des Nets et il fait une saison où il sera All-Star. Là, on se retrouve avec un effectif plus que clean. On a Mikal Bridges, Cam Johnson, qui sont des très bons joueurs, Royce O'Neal, qui a fait une belle saison avec les Nets. En briscard, on va avoir du Patty Mills, qui est toujours là un petit peu pour accompagner les choses, du Joe Harris également. Bon, Ben Simmons, c'est au chiottes. Hein. Cam Thomas, qui s'est révélé dans cette saison sophomore avec des belles statistiques, même si depuis... Quand il y a eu les trades, il a un petit peu perdu sa place, c'est normal, parce que il avait fait 3 matchs d'affilée à plus de 40 points. Parce qu'on lui donnait des ballons, mais en vérité, le jeune homme, il faut qu'il aspire un petit peu, qu'il commence à jouer sur le banc pour faire des stats. Mais je crois que ça a été un petit peu la décadence. Je vais regarder. Ça a été un petit peu dur. Il a replanté 46 points, le fumier. Mais voilà, vous pouvez voir qu'après, il a joué 9-3 minutes. C'était pas incroyable et qu'en moyenne sur la saison, il a fait quelques éclats, mais quand même, ça a joué 15 minutes. Mais c'est un bon profil, ce gars-là. Vraiment, j'insiste, c'est un très très bon profil, il faut le surveiller et pas le trade. Et pour finir, ils ont récupéré du Spencer Dinwiddie, du Dorian Finney-Smith, ils ont un Seth Curry, ils ont un Nick Claxton. En fait, ils se retrouvent, et je vais pas refaire le 5 majeur, je déconne, je vais le refaire, mais en fait, ils peuvent se retrouver avec un 5 majeur où ils vont mettre un Spencer et un Mikal, mettre en 5 Nick Claxton, en 4 Dorian Finney-Smith, et après, ils peuvent se mettre un petit Joe Harris ou un petit Cam Johnson ou un Royce O'Neal en 3-4. Et tu te retrouves avec une line-up. Je ne sais pas quelles ont été leurs line-up. Parce que... merci, super. Parce que j'en sais rien. Je pense que c'était le pire match à prendre. Ouais, voilà. C'était le pire match à prendre, putain. On va prendre une line-up assez intéressante. On va dire, face à Miami. Leurs 5 majeurs, voilà. Spencer, Mikal en backcourt, Dorian, Cam Johnson, Nick Claxton. Et après, tu te retrouves sur le banc avec un Royce O'Neal, un Joe Harris qui va shooter, Yuta Watanabe qui a fait des belles choses. T'as quand même ça qui peut être intéressant. Et tu te retrouves avec une équipe qui plante des pions, qui casse la gueule à Miami. Et franchement, les Brooklyn Nets ont fait un vrai taf. Et je suis très content pour eux. Pourquoi j'ai ça ? Ça ferme. Voilà. Donc bravo aux Brooklyn Nets, qui je pense vont se faire laver le cul en 5 face aux Sixers en étant très objectifs, mais bravo à eux et je suis très content pour eux. Là on enchaîne dans la critique à max. Miami, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais ils sont un peu foutus de notre gueule. Alors ils ont été amputés par énormément de blessures. Moi je les mettais 4e, parce que je pensais que ça allait dérouler quand même. T'as un bel effectif, hein. Ça n'a pas cliqué avec Kyle Lowry, Jimmy Butler a été pas mal absent. Enfin, tout le monde a été absent au moins 15-20 matchs sur cette saison et c'est ce qui leur coûte un petit peu ce bilan collectif. Pas désastreux, ils sont en 44-38. Mais bon, les voir en play-in, ça fait un petit peu chier. Mais par contre, j'ai très hâte de voir un potentiel affrontement Boston-Miami qui va être un premier tour pour Boston très chiant à jouer. Je pense que Boston peut leur péter la bouche en 5 ou en 6. Mais ça va être une série très serrée. Mais donc Miami un petit peu décevant en étant très sincère, mais ça s'entend par beaucoup de blessures. En vrai de vrai, je vais pas être non plus très méchant avec l'équipe, mais il y a eu beaucoup de blessures. On a pas mal soufflé. Moi, je me pose toujours des questions sur le potentiel de Bam Adebayo en tant que pivot, en tant que leader. Jimmy Butler, je pense qu'il en a un peu marre de porter ses couilles dans une brouette en étant très sincère, parce que c'est
À un moment, faut jouer en fait. À un moment, faut jouer, les gars. Puis bon, on a la disparition de. On cherche toujours Duncan Robinson. Petit Duncan Robinson est attendu à la caisse parce que là, il a plus rien fait depuis la saison où ils vont en finale. Donc, te faire foutre. Mais bref, Miami, gros problème. Grosse infirmerie, bien débordante. C'était les urgences de Massy Palaiso, c'était un enfer. Mais ça reste. Pour moi, ça ira en playoff. Mais pour moi, la saison est décevante. Atlanta, j'ai pas forcément envie de m'étaler dessus. Ils sont à l'équilibre. Il y a eu cette stat folle qui a montré qu'ils ont fait une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Enfin, ils n'ont jamais réussi à tenir une winning streak, que ce soit en losing streak ou en winning streak. L'arrivée de Quinn Snyder, je pense, peut faire du bien, mais globalement, moi je remets en question le leadership de Trae Young. Beaucoup de gens ne sont pas luchés sur le fait qu'effectivement, il y a 2 ans, il allait en finale de conférence, qu'il avait battu Philadelphie. D'accord. Mais bon, le joueur, pour moi, ne me fait pas rêver. Et l'ajout avec Dejounte Murray n'a pas marché. Bogdanovic n'arrive pas à s'exprimer. Il y a eu beaucoup de questionnements autour de Clint Capella, John Collins. Bref, c'est un gros marasme. Moi, j'attends l'intersaison parce que je pense que l'équipe va éclater, en étant très sincère. Mais l'arrivée de Quinn Snyder, qui était l'ancien coach des Utah Jazz, est une très belle chose, je pense, pour Atlanta. Et je pense que ça peut même être une bonne chose pour Trae Young parce qu'il n'a pas eu de très très bons coachs dans sa carrière. Et je pense notamment à Nate McMillan. Et l'autre, c'était Van Gundy, je crois. C'était pas Van Gundy, je sais plus, bref, Atlanta, ça va pas en play-off. Ça perd les play-ins. Et je suis déçu de leur saison, mais j'ai jamais mis beaucoup d'attentes. Je sais pas combien ils avaient mis. Ils avaient mis 9e. Ils sont 8e. Voilà. J'y crois pas. Pour moi, j'y crois pas. Toronto, extrêmement déçu. Toronto, ils avaient mis bien plus haut. Toronto, ils avaient mis 8e. Voilà, 9e. Bon, ça va. Déçu. Comme Chicago en fait. Toronto-Chicago, je suis extrêmement déçu en étant très sincère. Chicago, ils n'ont jamais réussi à trouver la solution. Ils ne sont même pas à l'équilibre, comme Toronto ou comme Atlanta. Ils ne sont pas à l'équilibre. Ça a patiné, mais énormément durant l'entièreté de la saison. Ça n'a jamais réussi à trouver quelque chose. Le duo backcourt Zach LaVine, DeMar DeRozan, on a plus vu DeMar DeRozan faire des belles choses que Zach LaVine. Nikola Vucevic à l'intérieur, ça avait la grippe, ça toussait de fou, c'était nul. Kobe White n'a pas été forcément incroyable. Bref, l'effectif n'a pas marché. Et globalement, la saison dernière, c'était un petit peu la même chose. C'était monté très très haut. Et puis c'était redescendu relativement bas. Je ne sais plus combien ils font la saison dernière. Ils sont 6e, je crois. Ils sont 6e. Bon, ils ont 6 victoires de moins. Mais pour moi, qu'est-ce qu'ils sont décevants, bordel. Qu'est-ce qu'ils sont décevants. Et ouais, moi je les attendais bien plus haut, je les avais mis 7e. Et là ils sont 10e. Et les Raptors, je les avais mis 8e et ils sont 9e. Donc un peu déçu honnêtement par ces deux équipes qui avaient un bel effectif. Honnêtement, les deux équipes ont un bel effectif, n'ont pas un mauvais coach. Toronto à Nick Nurse, Chicago à Billy Donovan. Enfin, je sais pas, j'ai été déçu. J'ai vu des très belles choses du côté de Toronto et je suis content qu'ils arrivent à l'équilibre et j'aimerais bien les voir en play-off. Malheureusement, c'est une équipe comme Chicago qui a un peu subi la difficulté et qui a subi les rumeurs de trade, etc. Donc je pense que ça n'a pas aidé dans l'équilibre de la franchise de savoir si on pouvait construire quelque chose de stable sur la saison. Et je pense notamment que Chicago a beaucoup souffert de l'absence de son meneur de jeu, Lonzo Ball, qui sera absent toute la saison prochaine encore à cause d'une opération et qui a énormément manqué. Pourquoi il y a ça qui arrive? Ça enregistre plus. Si, ça enregistre. Mais qui manque, sa défense manque, son shoot extérieur manque, son QI basket manque, et ça se ressent. Et j'ai l'impression que les Chicago Bulls ne se sont jamais trouvés, et de toute façon, les mouvements vont se faire à la deadline. Je pense que Vucevic va partir, et je pense que Zach LaVine aussi. Donc à voir où ça ira. Mais un petit peu décevant. Et puis on finit assez rapidement, parce que ça fait déjà 23 minutes que je parle sur l'Est. Mais le fond l'Est, si je dois avoir des mentions honorables, j'ai été très 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 impressionné par la saison qu'a proposé les Indiana Pacers, notamment emmené par un Tyrese Haliburton de gala, et qui, je pense, s'il n'avait pas été blessé, je pense que les Indiana Pacers auraient largement pu aller chercher une place en play-in. Donc vraiment déçu de ça. On a eu un beau Bénédicte Mathurin, on a même eu un Andrew Nembhard qui a fait des belles choses, et ce sont que des rookies. Un Miles Turner finalement qui s'est un petit peu retrouvé, qui a même, je crois, signé une extension avec l'équipe, alors que c'était plutôt conflictuel avec le front office d'Indiana. Buddy Hield a trouvé un rôle de sniper dans l'équipe qui est
super impressionnant. Enfin, elle a vraiment bien roulé et je trouve ça me fait un peu de peine, en étant très sincère, de les voir 11e. Je dois vous avouer, je les avais mis clairement 15e. Voilà. J'y croyais pas. Et ils nous ont fait démentir comme, par exemple, beaucoup de franchises, notamment comme Utah ou Oklahoma City, à l'ouest. Bravo à eux. Washington, j'attendais rien, mais je suis quand même déçu, comme dirait Dewey. Ouais, ça, on y a cru à un moment, ça a chatouillé le play-in et voilà, et des gens se sont branlés sur le leadership de Kyle Kuzma. Gros respect à ce joueur, mais bon, voilà. C'est pas que j'ai une dent contre la franchise, mais le projet sportif, Bradley Beal, il n'y a pas grand chose qui allait et je sais pas où ils veulent en venir. Ils ont quand même des bons rookies. Ils se sont débarrassés de Rui Hachimura, qui est venu chez les Lakers parce qu'il n'avait pas sa place, mais on a trouvé un Deni Avdija qui arrivait un petit peu plus à s'exprimer, à faire des performances, donc c'est plutôt cool. Après, honnêtement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec un gars qui a 250 millions sur 5 ans, qui est Bradley Beal, et qui ne joue pas correctement au basket, qui ne joue même pas au basket. Enfin, c'est nul, c'est pas agréable à voir jouer. Donc, Washington extrêmement déçu, et extrêmement déçu du... En fait, je m'attendais, comme vraiment je le répète, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, et ça me saoule. Voilà. Orlando, très surpris, agréablement surpris du fait qu'ils ont réussi à aller chercher 34 victoires. Très beau collectif pour les avoir vu un peu jouer. Ça joue bien, les frères Wagner, franchement, Franz fait un bon taf. Mo, voilà, c'est plus Mo Sislak que Mo Wagner, mais big up à lui. Après, Wendell Carter Jr. a fait une belle saison, même Cole Anthony, Mark Alful se sont un petit peu retrouvés. Paulo Banchero, bon, voilà, de toute façon, c'était le franchise player avant de commencer un seul match, et il a confirmé. Il a eu beaucoup de ballons, pas mal de déchets, mais ça a très 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 bien joué. On a retrouvé un Bol aussi qui a fait du taf. Bref, c'est un collectif de jeunes qui montrent des belles choses. Donc c'est rassurant, je pense, pour l'avenir de la franchise, même pour les fans de la franchise. Je les avais mis probablement 14e. Je les avais mis 13e, ils sont 13e. Et franchement, bravo à eux. Bravo à eux, ils ont fait une belle saison, ils ont même bien emmerdé les Celtics, parce que je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs face aux Celtics, mais pas grand chose à dire, si ce n'est que l'avenir leur réserve de jours radieux, je pense, s'ils gardent ce collectif et qu'ils arrivent à faire quelques ajouts plutôt méthodiques et malins, en construisant autour de Banchero, et c'est plutôt cool, contrairement à d'autres équipes qui ont eu des beaux tours de draft et qui... jouent au foot en fait, je pense notamment aux Rockets, mais là il y a vraiment quelque chose quoi. Et on finit avec les Hornets que j'avais mis en play-in, je sais pas, j'étais sous psychotique, mais c'est grave. Pas grand chose à dire sur la franchise, juste qu'elle est pas intéressante et que même leur propriétaire Michael Jordan veut se barrer. Honnêtement, c'est pas beau. Même s'ils ont gagné pas mal de matchs sur les dernières semaines de saison régulière, c'est pas intéressant à voir jouer, il n'y a pas de construction. C'est une franchise qui est là juste pour être là, j'ai l'impression. Il n'y a pas de projet sportif, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de système. Ça gagne parce qu'il y a des individualités, en étant très sincère, que sont Gordon Hayward et... je crois qu'ils ont Kelly Oubre, ils ont Terry Rozier, mais... c'est de la merde. Je suis désolé les fans des Hornets, mais c'est de la merde, quoi. Donc je vais pas m'attarder plus que ça. Je sais pas où ça va aller. J'aimerais bien qu'il y ait un semblant de projet quelque part, mais bon. C'est pas le plan. À part Wemby, peut-être. Victor Wembanyama, mais à voir. Parce qu'ils sont quand même plutôt bien placés. Et puis on finira à l'Est avec les Detroit Pistons. Je sais pas pourquoi je prends l'accent. Saison, ils ont pas eu Kate Cunningham pour la deuxième saison consécutive. Il y a eu des belles choses de notre franchise Kylian. Je crois que c'est la pire équipe de l'NBA. C'est clairement la pire équipe de l'NBA, les Detroit Pistons. Beaucoup de rookies. Dwayne Casey, j'ai des doutes sur sa capacité à coacher. De toute façon, je crois qu'il est plus coach maintenant. Il rentre dans le front office de la franchise. Mais les Pistons, honnêtement, pas grand chose à dire. Il y a des beaux jeunes, honnêtement. Je pense à Jaden Ivey, je pense à Killian Hayes, Kate Cunningham qui n'a pas joué sa saison. Mais même Marvin Bagley, James Wiseman qui s'exprime un peu mieux, tu vois, qui essaye de se refaire une santé par rapport à leur ancienne franchise qui les avait draftés. Mais pareil, en fait, là, il y a vraiment pas... Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas joli. C'est pas joli à voir. Donc voilà. On enchaîne ce bilan de fin de saison avec nos amis de l'Ouest, de nos amis des Denver Nuggets.
Ça fait déjà 30 minutes que je parle, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Les Nuggets, je les voyais pas du tout à ce niveau-là, honnêtement, très sincèrement. Je m'étais dit, bon, ça va un petit peu descendre en régime, surtout qu'il y avait beaucoup plus de franchises qui s'étaient renforcées. Je pense notamment aux Clippers, je pense notamment aux Wolves, aux Pels. Et puis finalement, Nikola Jokic a posé ses couilles sur l'NBA et a décidé qu'il allait être premier. Moi, vous voyez, je les avais mis 5e. Ils sont premiers. Bravo à eux, tout simplement bravo à eux. Nikola Jokic va aller chercher son 3e trophée de MVP d'affilée. C'est royal, c'est incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est très très fort. Et on le remercie pour les travaux, et même les travaux de Mike Malone en tant que coach. L'efficacité du roster, du collectif, à être complémentaire et à dérouler tout simplement tous les soirs. C'est une belle franchise. Je ne sais pas ce que ça va donner en playoff, honnêtement. J'ai beaucoup de mal sur la question du leadership et de Nikola Jokic, mais ça peut vraiment cliquer très fort. Memphis, je les avais mis 3e, je crois. Ouais, 3e, ils sont 2e, ça a bien déroulé, malgré beaucoup de scandales, malgré beaucoup d'absences et de blessures, que ce soit Desmond Bane, Ja Morant, Jaren Jackson, Steven Adams, qui ne va même pas pouvoir faire les playoffs, je crois, parce qu'il est encore blessé. Mais ça a déroulé, Tyler Jenkins a proposé un bon plan de jeu, il y a des gars qui ont réussi à... En fait, il y a un beau collectif de jeunes, et c'est ça qui est cool à regarder. Même si là, ils sont devenus un petit peu détestables, comme des 5e au collège, mais je pense que c'est super intéressant à regarder. Et je pense qu'on va leur casser la gueule en premier tour des playoffs. Mais Memphis, ça confirme, la saison dernière, c'était déjà 2e, et là, ils sont encore 2e, ça déroule. J'ai l'impression qu'il y a quand même certaines limites au collectif. Il manque peut-être soit un gars qui prend un big leap, Jaren Jackson, qui, même s'il a fait d'énormes progrès en défense, peut-être, je sais pas, une meilleure progression offensivement, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement limités pour aller chercher des victoires en playoff et aller chercher par exemple une finale de conf, en étant très sincère. Parce que là, ils tomberaient sur, par exemple, des Kings ou des Suns s'ils passaient le premier tour. Bon, ils ont plus de chances contre les Kings, mais contre les Suns, ça serait difficile. Mais voilà, belle saison des Grizzlies, rien à dire, ça a déroulé. Et voilà. Les Kings, nos amis les Kings, surprise, bravo à eux, je vous avais mis 13e, je suis une sale merde. Et franchement, vous avez été incroyable. Incroyable. Félicitations à vous, tous les fans de la Kings Nation. Vous nous avez fait rêver et j'espère que ça va bien se passer pour vous en playoff, que vous allez casser la gueule à Golden State en 7, en 6 même. Bravo, franchement, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que emmené par un coaching impeccable. Malgré un début de saison où ça tousse un petit peu, il y a un gros run de victoire, ça s'installe très très rapidement dans le top 5 de l'Ouest. Ça clique, Domantas Sabonis fait un vrai taf. De'Aaron Fox prend son leadership. Malik Monk fait un vrai taf de 6e homme et a sauvé des matchs. Davion Mitchell éteint les attaques. Enfin, la draft de Keegan Murray est très très judicieuse. Et finalement, en fait, ce trade pour Sabonis pour envoyer Tyrese Haliburton et Buddy Hield est un très bon trade. Et bravo à vous. Franchement, bravo à vous. Et je vous souhaite que du bonheur en playoff. Vous avez prouvé vous êtes la darling de l'NBA, les Kings. Je sais pas à qui je parle, là j'ai l'impression de parler au manager des Kings, mais bravo, franchement vous avez surpris tout le monde et vous avez fait une saison régulière impeccable, 48-34, et ça fait plaisir notamment par rapport à l'historique, au background de la franchise qui n'a pas connu les playoffs depuis 2006, qui a vraiment été dans le dur, qui a fait des tours de draft plus que miteux, hein, je vous partage juste ça, mais voilà, on se souvient des Marvin Bagley, des Zach Collins, des Marquise Chris, bref, des Willie Collins, bref. Vous êtes un peu foutu de la gueule du monde en draft, mais bravo à vous, parce que ça a été un vrai taf. Hop là, vous regardez pas mes notes. Donc bravo. Les Suns, je sais qu'Enzo les avait pronostiqués bien plus bas. Moi, je les avais pronostiqués 6e, ils sont 4e. Au début de saison, c'était relativement compliqué parce qu'il y avait pas mal de questionnements, notamment sur la question sur l'interrogation gravitant autour de Ayton, qui se sentait bien dans la franchise. On avait eu des petits scandales, notamment avec Monty Williams, même en début de saison, ça chamaille sur le banc. Enfin, c'est relativement compliqué. Il y a eu même pas mal d'absences avec Devin Booker et même Chris Paul qui ont été écartés des parquets pendant plusieurs semaines. Bon, le soldat Mikal Bridges, qui est aujourd'hui du côté des Nets de Brooklyn, a vraiment fait le taf.
Et l'arrivée de Kevin Durant n'est que positive pour ce collectif, même s'ils ont perdu quand même pas mal d'individualité. Je pense, Jake Crowder ne jouait plus, mais Cam Johnson, Michael Bridges, et je crois qu'ils en ont envoyé quelqu'un d'autre. Donc la profondeur de banc des Suns c'est un petit peu réduite, mais ça a bien cliqué. Ça a été un petit peu dans le dur. Ils ont un bilan relativement correct, un 45-37, c'est plutôt cool. Maintenant, j'avoue, je les attendais peut-être un peu plus haut. Je les avais mis 6e ou 5e parce que j'avais cette peur de trade, de destruction finalement du collectif, parce que ça se passait pas très très bien, notamment avec des scandales par rapport au front office. Je crois que c'était du racisme en plus. Enfin bref, c'était catastrophique. C'était un shitstorm monumental. Finalement, ils s'en sortent et ils récupèrent Kevin Durant, donc c'est super cool. L'équipe, par contre, sur laquelle je vais tomber, c'est les Clippers qui se foutent de la gueule du monde. Ils avaient mis premier, ils sont 5e. C'est une saison à chier, je le maintiens. Les Los Angeles Clippers ont été chiants à regarder toute la saison. Ils ont une profondeur de banc d'enculés. C'est-à-dire qu'ils ont deux équipes qui peuvent jouer, j'allais dire compétiter, mais ça n'existe pas, qui peuvent jouer en NBA, qui peuvent faire compétition en NBA. Un banc incroyable, un 5 majeur incroyable. Mais bon, load management oblige. Kawhi Leonard qui n'a pas joué les 3 premiers mois de la NBA, les 3 premiers mois de la saison. Quand il rejoue, c'est pas dingue. Le coaching est catastrophique. Enfin, en fait, c'est en 44-38 parce qu'ils ont des belles individualités, mais c'était chiant à regarder. Ça a perdu des matchs cons, alors que les gars, ils ont la possibilité de faire une saison en 82-0. Pas méchant, mais c'est vrai. Enfin, ils avaient des armes pour vraiment rouler sur l'NBA. Et comme ils le font depuis l'arrivée de Kawhi Leonard, donc c'est-à-dire depuis 2019-2020, c'est déjà la 4e saison. Ouais, c'est déjà la 4e saison. À part cette campagne de playoff un petit peu miraculeuse quand ils battent Utah il y a 2 ans, l'année dernière ils loupent les playoffs, ils se font river sweep en 2019-2020 pendant la bulle. Pour moi les Clippers c'est décevant. Je pense que c'est une équipe qui va être chiante à prendre en 7, mais ils affrontent les Suns et ils n'ont pas Paul George, donc ça va être compliqué. Mais Clippers, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je suis déçu. Moi je les avais mis premiers, je pensais qu'ils allaient enfin mettre en place le rouleau compresseur Los Angeles Clippers, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà. Côté Golden State, relativement surpris. Je crois que je les avais mis 6e ou 4e, je sais plus. Je les avais mis 4e, ouais. Je les avais mis 4e, mais ils ont été mauvais. Honnêtement, les Golden State Warriors, tout le respect que j'ai pour eux, champions en titre, mais il y a Stephen Curry et après il y a beaucoup moins de monde. Klay Thompson est beaucoup moins bon. Draymond Green est beaucoup moins bon. Andrew Wiggins a été absent un nombre incalculable de fois. Je sais pas grand chose à dire sur la franchise, si ce n'est que je les attendais un petit peu plus incisifs. Après, on est quand même sur le déclin progressif, même s'ils ont été champions en titre la saison dernière. Enfin, même s'ils ont été champions la saison dernière et que là, ils sont champions en titre. Je trouve un peu décevant, honnêtement. Même sur les trades, les décisions, etc., les moves. On est petit à petit sur le déclin d'un empire. Et j'ai peur qu'ils se fassent vraiment frotter le boule en playoff face aux Kings parce que. Stephen Curry est incroyable, mais le reste, c'est un petit peu dur, quoi. J'ai tout le respect que j'ai pour Jonathan Kuminga, ou Jordan Poole, Draymond Green. Je sais pas, moi j'ai du mal. J'ai du mal et j'ai pas d'argument, voilà, tout simplement. On enchaîne, les Lakers, je vais pas trop en parler, parce que je vais faire une vidéo dédiée sur eux, mais rapidement, la trade deadline a sauvé leur fin de saison, parce que je rappelle, ils étaient vraiment en 26-32, puis là ils sont quand même en 43-39. Ils avaient les outils d'aller en playoff, honnêtement, ils auraient pu passer 5e. Je préfère affronter les Grizzlies que les Suns, honnêtement. C'est bizarre, mais bon, voilà. À voir s'ils se vautrent pas en play-in. Mais bon rattrapage de saison, parce que début de saison catastrophique. Et je vous renvoie à ma vidéo de bilan de mi-saison qui explique pourquoi ça va pas chez les Lakers. Et je vous renverrai probablement sur la vidéo de pourquoi ça va chez les Lakers maintenant, grâce à la trade deadline, parce que honnêtement, ça a sauvé la franchise. Mais donc voilà, les Lakers, si l'équipe est 100% en bonne santé, c'est différent. Honnêtement, si l'équipe est en bonne santé, c'est pas la même chose. Et tout le monde le sait, et tout le monde en a peur, je pense, en play-off, d'affronter les Lakers au premier tour, honnêtement, tout simplement. Enfin, ça va être chiant, je pense. Minnesota, décevant, encore plus décevant hier, surtout que Rudy Gobert a mis une droite à son pote Kyle Anderson. Ça pue la merde du côté de Minnesota, honnêtement. L'ambiance est catastrophique. On a fait des trades bizarres, on se débarrasse de D'Angelo Russell, qui était pourtant un très bon joueur. Certes, il va chez les Lakers, donc ça m'arrange, mais extrêmement bizarre. Très décevant. Kat a été absent 5 mois,
tout simplement, il était absent vraiment 4 à 5 mois. Anthony Edwards a montré de très très belles choses, mais Rudy Gobert, en tout cas l'association avec Rudy Gobert est l'un des pires trades de l'histoire de la NBA, très sincèrement, surtout avec ce qui s'est passé hier. Ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver de solution, ils ont toujours été dans cette semi-équilibre. Là ils sont en 42-40, je les avais mis deuxième, ils avaient les outils pour dérouler sur la NBA, et finalement rien du tout, ça n'a pas marché. Là on se retrouve avec une franchise qui est fébrile, surtout qu'à l'approche du play-in ils n'ont pas Jaden McDaniels parce qu'il s'est pété la main en tapant dans un mur. Kyle Anderson et Rudy Gobert, je ne sais pas si ça va jouer, il va falloir choisir, il y en a un des deux qui va partir. Ouais, Minnesota, saison très décevante. Alors certes, il y a eu Kat qui s'est blessé, mais même avant Kat, ça a patiné. C'était pas bon, ça trouvait pas son rythme. Gobert est à côté de ses pompes et à côté des saisons qu'il pouvait faire avec Utah. Après, moi j'ai mon avis très tranché sur le joueur et je pense que il a un plafond de verre monumental. Ça reste mon point de vue. Mais Minnesota, quelle déception. Quelle déception, je pense, pour les fans, pour la NBA, où on s'attendait... c'était un blockbuster trade, on s'attendait pas à ça. Et puis finalement, un petit peu dégringolade. New Orleans, moi je les avais mis 9e ou 8e, je crois que je les avais mis 9e. Si ça avait mis 9e, quel crack. En vrai, ils auraient pu être 2e. Ils ont juste eu des blessures, ils n'ont pas eu Zion, ils ont eu trop de problèmes de blessures. Mais l'équipe a montré des choses incroyables, vraiment. Et je suis un petit peu déçu pour eux, honnêtement, très sincèrement, parce que l'équipe était première de la NBA à un moment. Et ils ont juste dégringolé parce qu'ils ont fait une losing streak de 10 ou de 11, je crois. Enfin, c'était affreux pour eux. Mais bon, ils pouvaient compter sur les Lakers pour mettre fin à cette losing streak. Voilà. Franchement, un peu deg pour eux, un peu deg pour la New Orleans Nation, parce que franchement, avec Zion, avec l'effectif, avec CJ McCollum, il y avait trop de choses positives et ils ont été trop emmerdés par les blessures, et c'est ce qui me fait peur avec Zion, en étant très sincère, parce que ça va être dur, ça va être très très dur, je pense. Mais ouais, putain. Ça fait chier, parce qu'ils étaient vraiment premier ou deuxième, je crois, et Enzo les avait pronostiqués très haut, et finalement ils arrivent à mon pronostic à moi. Mais en fait, l'équipe a un potentiel monumental, que ce soit avec José Alvarado, avec Herb Jones, avec Trey Murphy the third, je crois, avec CJ, bref, il y a un trop gros potentiel. Et Willie Green, donc le coach, avait fait un vrai taf, et ils sont vraiment pénalisés par l'absence de Zion, qui fait très très mal. Et c'est trop dommage. Honnêtement, c'est trop dommage, donc un peu déçu. Mais je les avais mis là parce que honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient surperformer à ce point-là. On finit le play-in avec Oklahoma City, qui, j'avoue, me surprend. Et bravo à eux. Vraiment bravo à Oklahoma City Thunder. Bravo à Shai. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais bravo à Shai. Quelle saison de fou il propose. Même Lugendorts, quelle saison de fou malade. Josh Giddey, quelle saison de fou malade. Jalen Williams, quelle saison de fou malade. Il y a même le Frenchie Ousmane Dieng qui a fait une belle saison. Enfin, franchement, bravo, c'est que des jeunes, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts, et ils se sont battus avec le couteau entre les dents pour aller chercher cette place en play-in. Moi, honnêtement, j'y croyais pas. Et ils ont même pas de Chet Holmgren, qui était donc le pick 2 de la draft, qui aurait pu être rookie de l'année, très sincèrement, parce c'est un peu un Wemby, mais en un peu moins bien, pour les gens qui le connaissent pas. Il a voulu faire un passage en force avec LeBron James, il s'est cassé les genoux. Véridique. Mais bravo Oklahoma, franchement, bravo au KC. Quelle saison ils proposent. Ils n'ont pas lâché le steak, ils ont tout donné. Et c'est trop plaisant à voir, honnêtement, c'est trop plaisant. Alors, je pense pas que ça va aller en playoff, mais j'aimerais bien les voir en playoff. J'aimerais bien voir l'équipe en 7. Je pense que ça se prend un vilain sweep, mais franchement, la paire de bas courte est chiante. Lugendorf, il fait des défenses insane. Enfin, franchement, c'est beau à voir jouer. Et c'est un projet de jeunes comme Orlando qui fait plaisir, parce que tu regardes vraiment des gars qui sont en train d'éclore petit à petit, qui sont pas entourés de superstars, et qui sont en train d'éclore petit à petit et de faire leur... L'oiseau fait son nid, en fait, et c'est trop plaisant parce que tu vois vraiment le potentiel d'une équipe, et tu peux dire, putain, la saison prochaine, Oklahoma, en fait, ils sont en play-off. Genre là, la saison prochaine, Oklahoma, ils sont 6e. Et c'est archi excitant, en tout cas pour un fan de NBA, c'est très très excitant. Donc grave hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ils vont pas trop se faire casser la gueule en play-in. Après, j'aime beaucoup les Pels aussi, j'aime beaucoup Oklahoma City. J'aime pas les Wolves, donc honnêtement, les Wolves, vous pouvez perdre, y a pas de souci. Mais franchement, big shout out à eux, parce que c'est fort ce qu'ils ont fait. D'être en 40-42, j'aurais bien aimé les voir à l'équilibre, mais d'être en 40-42, c'est très très fort. Donc félicitations à Oklahoma City, j'applaudis. Voilà, je suis tout seul dans ma chambre, c'est déprimant. Là, on va parler de Dallas. En vrai, on va parler de Dallas, de Utah et de Portland, parce que je le fais rapidement, mais Houston et San Antonio, il n'y avait pas beaucoup d'expectations. Donc voilà, en vrai, c'est décevant. 22-60 pour les deux équipes, pas grand chose à dire.
projet tanking, projet Wemby, on verra ce que ça donne, mais rien à dire. Par contre, Dallas, quel fiasco. Quel fiasco. Dallas, honnêtement, je les avais mis à cause de Lucas, 7ème, parce que je pensais que ça allait quand même bien performer. Je voyais Luka Doncic MVP en début de saison, très sincèrement. Mais le trade a tué la franchise, parce que la franchise était 5ème, je crois, avant la trade deadline, et l'arrivée de Kyrie, de Doncic n'a pas fité. Bon, après, le coach est miteux, hein, c'est pas méchant, mais Jason Kidd, il est nul à yesh. Et ça n'a pas marché, et ça finit en 38-44. C'est un gros fiasco. L'équipe va probablement exploser à l'intersaison. Doncic va peut-être demander son trade. Kyrie, alors je sais plus s'il est en fin de contrat ou il va demander son trade, mais il va dégager. Et ça fait un peu mal pour la franchise, pour Mark Cuban, pour le projet qu'il y avait derrière, parce que, à part une arrivée flamboyante pour conserver Luka Doncic dans la matrice, je vois pas comment ça peut se passer. Et honnêtement, c'est une des grosses déceptions de cette saison. Utah, pour passer rapidement dessus, je les avais mis derniers, et ils ont prouvé grâce à Lauri Markkanen, grâce à Colin Sexton, franchement un beau taf. Alors la trade deadline a un peu singé leur fin de saison, parce qu'ils avaient les outils pour rester dans le play-in et même en play-off, parce qu'ils ont été très longtemps 5-6e. Ils ont fait une saison incroyable. Franchement, bravo à eux, et ils ont, comme Oklahoma City, comme même les Pacers, pendant très longtemps, en fait, ils ont tenu la baraque et ils ont montré à la planète basket que, en fait, les gars, on est trop fort. En fait, on est trop fort et on peut juste jouer au basket et on peut casser la gueule à plein d'équipes. Et ils l'ont très bien fait. Et juste avec des bons role-players, ils ont proposé un très bon basket. Et ils vont peut-être offrir à Lauri Markkanen ce trophée de MIP. Mais bravo au Utah Jazz. Et on finira avec Portland. Portland, un peu déçu, honnêtement. Alors moi, je sais que je les avais mis 9e, 10e. Je les avais mis 10e. Parce que c'est pas méchant, mais j'y croyais pas vraiment. Damian Lillard a eu des meilleures équipes autour de lui, un meilleur effectif. Mais finalement, il s'est avéré que Anthony Simons a fait une vraie saison en dents de scie quand même, avec beaucoup d'irrégularités à l'adresse. Un Jeremy Grant a fait ils ont fait un début de saison incroyable, où ils étaient premiers. Ils ont gagné beaucoup de matchs à l'arraché, beaucoup de buzzer beaters, d'overtime, etc. Et ils gagnaient même sans Lillard. Et puis à un moment, vraiment, et c'est la question que je me pose, c'est est-ce que Justice Winslow était la pierre angulaire de l'équilibre de l'équipe, en termes de défense, de 3&D, etc., de call. Mais ça s'est un petit peu pété les chicots, très sincèrement. Et ça a perdu. Ça a beaucoup été en compétition pour le play-in, et puis à un moment, ils ont lâché les pédales, ils sont 33-49, ils sont projet tanking. Je comprends. Alors, je pense pas qu'ils vont récupérer un Wemby, en étant très sincère, à des dossiers qui sont un petit peu mieux positionnés que le leur. Mais bon, ils sont quand même 5e, parce qu'ils ont quand même le 5e pire bilan de la ligue. Pour vous dire, le Magic a un meilleur bilan qu'eux. Après, j'avoue, là, ça fait 10 matchs qu'ils ne jouent plus. Ils sont 1-9 sur les 10 derniers matchs. Mais un peu déçu, et je pense que des fans des Blazers comme Enzo sont un peu déçus par rapport à cette montagne russe qu'ils ont subie, avec énormément d'attentes en début de saison et puis cette dégringolade en fin de saison. Mais putain, ouais. Un peu déçu, et un peu déçu pour le prime de Lillard, que j'aimerais bien le voir soulever un trophée ou avoir une récompense individuelle, en étant très sincère. Et j'ai peur qu'il ne l'ait jamais, en tout cas avec Portland. Donc j'espère que l'intersaison prochaine sera bonne. Voilà. Donc ça, c'était le bilan de la fin de saison qui a duré très longtemps. Et c'est pour ça qu'on va placer le petit point sur la course. Point sur la course, on commence avec le trophée du MVP. Pour moi, c'est simple. Trophée du MVP, il n'y a pas beaucoup de débat. Enfin, en vrai, il y a débat, mais pour moi, il n'y a pas débat. C'est Nikola Jokic qui doit le remporter. Je suis très sincère. Il doit le remporter. Niquez vos mères, voilà. J'ai pas d'argument, mais les gens qui mettent Embiid, c'est une culture de l'instant. Embiid fait une saison incroyable. Il n'y a pas de souci. Il joue 66 matchs. Il en joue 69. C'est la même chose. Le bilan, c'est quasiment le même. 53-29, 54-28. Voilà. Globalement, c'est à peu près la même chose. Mais pour moi, Jokic a été plus constant sur l'entièreté de sa saison. Alors certes, les stats sont un peu moins criantes. C'est sûr, 24,5, 11,8, 9,8. C'est un peu moins bien. Enfin, c'est incroyable, hein. Le mec est presque en triple-double, c'est un pivot. Embiid, lui, en 33, 10, 4. Voilà. Et ça peut peser beaucoup dans la balance de certains votes, notamment du côté des Américains, parce qu'ils sont un peu débiles.
Pour moi, Joel Embiid a fait une saison incroyable, mais il y a une culture de l'instant, il y a eu des méga runs, et pour moi, ce qui fait qu'il ne devrait pas l'être, c'est que Jokic a été plus constant, s'est inscrit dans un système où il a fait gagner sa franchise sur la continuité, il n'y a pas eu besoin de run, il a toujours été très très bon, il a des très bons pourcentages, il a même des meilleurs pourcentages que Embiid, voilà. Et il magnifie, en fait on va dire qu'il arrive à magnifier un roster, un effectif. Il a été sujet pas mal aux absences de ses coéquipiers, je pense à MPJ, je pense à Jamal Murray. Et il réussit à bonifier certains joueurs, notamment comme Aaron Gordon. Alors c'est pas que lui évidemment, il y a tout le système, le coaching staff, Mike Malone, etc. Mike Malone, pardon. Mais en fait pour moi il mérite de le prendre pour l'histoire, parce qu'il a été plus constant, il y a eu moins de fiascos. Les Sixers, quand même, ça a été en dents de scie, c'est une saison un petit peu difficile au début, ça patine, il y a des absences, ça gagne pas, puis après ça fait un run où ça gagne beaucoup, puis ça se replace, et je sais pas, en fait, pour moi, le storytelling fait que ça devrait être Nikola Jokic qui devrait le remporter, mais je pense que la NBA va préférer le nombre de points par match et le fait qu'ils veulent pas qu'un joueur arrive à égaler le record de Larry Bird, qui est d'avoir 3 trophées de Most Valuable Player d'affilée. Moi, mon vote est fait, pour moi, c'est Jokic et il mérite de l'avoir. Parce qu'il a été juste régulé sur l'entièreté de la saison, il a porté sa franchise et il a un moins bon effectif, selon moi, que Joel Embiid. Parce que Joel Embiid, il a putain de James Harden en fait, il a Tobias Harris, il y a Tyrese Maxey, enfin bref, il a un très bon effectif. Jokic a un très bon effectif, hein. Mais pour moi, en vrai de vrai, Nikola Jokic, il a pas d'All-Star à côté de lui. Joel Embiid, il en a un, sûr, et il pourrait même en avoir 2. C'est mon avis, je le laisse là. Donc pour moi, le trophée du MVP, il revient à Nikola Jokic. DPOY, DPOY, il n'y a pas beaucoup de débats. Pour moi, celui qui va le gagner, c'est Jaren Jackson. Trop fort. 3 comptes par match, ça vole des ballons. Ça prend pas beaucoup de rebonds, certes, mais voilà, defensive rating. En vrai, il est juste trop fort. Il a été juste trop fort. Jaren Jackson Jr. a été juste trop fort. Et il a vraiment fait du bien, même. Il a fait du bien aux Grizzlies, même quand certains joueurs, certains cadres n'étaient pas là. C'est le patron de la défense. En fait, c'est criant statistiquement, il y a beaucoup de highlights et c'est ce qui fait que pour moi, il va l'être indéniablement parce que c'est visuel en fait, c'est criant, tu vois. Alors que par exemple, un Brook Lopez qui selon moi est son runner-up, ou même un OG Anunoby, c'est un petit peu. Ça s'inscrit un petit peu plus dans une défense collective. Donc c'est pour ça que pour moi, Jaren Jackson, pas de débat, c'est le putain de DPOY. Par contre, là où il y a un débat, c'est pour nos amis les MIP, donc les Most Improved Players. Pour moi, ça va être Lauri Markkanen. Voilà, ça c'est mon vote. Pour moi, Lauri Markkanen mérite d'être MIP, indiscutablement. Mais il y a débat au sein de la NBA avec cet homme dont on parlait juste avant, qui ressemble à Travis Scott et qui fait peur. Très peur, on enlève. Mais voilà, en fait, ce qui est important de regarder dans le MIP, c'est l'improve en fait. L'improveness, c'est comment il a progressé. Là, on le voit en fait, il a quand même pris 7 points, 6-7 points. Il a pris 6% au field goal, 4% à 3 points et presque 10% au lancer franc. C'est pas mal quand même, c'est plutôt cool en termes de big leap, on va dire, en termes de performance. Et puis, surtout le Thunder, ils sont en play-in. Et ça aide. Ça aide beaucoup, ça pèse dans la balance, on va dire. Je vais fermer ces fenêtres. Là. Ça pèse beaucoup dans la balance des votants. Mais la raison pour laquelle en fait SGA ne devrait pas être MIP, c'est que cet homme, ce petit Finlandais, qui va d'ailleurs devoir faire son service militaire, parce que c'est obligatoire en Finlande, avant ses 30 ans, tu en as 25, donc il y a un moment où tu vas arrêter de jouer au basket. En fait, il a fait un meilleur leap que ça, c'est-à-dire qu'il a presque pris 11 points. Il a pris 5% au field goal, 4% à 3 points et 2% en lancer franc. Le mec, c'est un 3-4. Il est en 50, 40, 90. Voilà. Je laisse ça là. C'est incroyable. Dans un collectif qui était attendu au fond de la NBA. C'était le tanking, c'était la reconstruction du Jazz. Ce mec-là, il arrive et il dit non, je vais vous laisser 6e. Parce que le résultat collectif du Jazz était largement meilleur que celui du Thunder pendant pendant 75% de la saison. Et juste, ils ont voulu tanker. Voilà. Et puis, il y a eu la trade deadline qui a fait qu'ils ont perdu Jared Vanderbilt.
Mike Conley, etc. Donc l'effectif tourne un peu moins, mais ils sont quand même en reconstruction. C'est plus logique de les voir 12e que de les voir 5e, en étant très sincère, même pour la compétitivité en play-off. Mais pour moi, Lauri Markkanen mérite, en fait. Il a fait des meilleures progressions, il a plus porté son équipe. Ce qui fait que Shai pourrait l'avoir, c'est qu'il est en play-in et qu'il a plus de points. Mais le problème, c'est que Shai, il a longtemps concouru dans une autre catégorie qui était MVP. Parce qu'il avait le droit d'être dans le top 10 des meilleurs joueurs de la saison. Tu vois, il est 10e, il est en play-in. S'il est qualifié en play-off, ça serait encore mieux. Il a 31 points par match, il a 5 rebonds, 5 assists. Bref, c'est des stats de MVP, en fait. Par rapport en termes de scoring leader, 31 points par match, c'est énorme. Ce que, par exemple, Lauri Markkanen ne fait pas vraiment. Il est à 25 points par match. Mais, voilà, pour moi, la progression de Lauri Markkanen est bien plus criante. Dans un contexte beaucoup moins favorable que celui de Shai. C'est mon avis. Donc c'est pour ça que pour moi le MIP mérite d'être notre ami Markkanen. 6e homme de l'année. Bon, beaucoup de gens t'accordent à dire que c'est Malcolm Brogdon. Voilà. Je vais pas me battre. Il est pas flashy, il est juste très régulier. Et voilà, il est en 50, 40, 90. Voilà. C'est pas grand chose à dire. Pour moi, j'aimerais plus voir un Emmanuel Quickley. Certes, c'est la culture de l'instant, notamment par rapport au fait qu'il a beaucoup aidé les Knicks à se qualifier 5e sur ce run de post-trade deadline, post-All-Star Game. Il y a Bobby Portis aussi qui a fait une très très belle saison du côté de Milwaukee, qui sont premiers. Malheureusement, je pense que Brogdon a juste été impeccable. Juste, il a fait ce qu'on lui demandait. T'es 6e homme, tu rentres, tu mets 15 points et t'as pas de déchets techniques. Et Malcolm Brogdon n'a pas de déchets techniques. Enfin, genre... c'est fort, c'est vraiment 50, 45, 90. Il est impeccable. Il est juste impeccable, c'est juste pas flashy, c'est juste Malcolm Brogdon qui joue au basket et ça a toujours été comme ça. Et c'est plutôt sobre en fait. Le gars est très très sobre, il est juste, il a des bons fondamentaux et il va être un peu moins flashy, il va faire un peu moins de performance comme l'a pu le faire Emmanuel Quickley où il va te planter clairement 45 points dans un overtime face à je sais plus quelle équipe. Donc. Mais pour moi, ça sera Malcolm Brogdon, mais quand même big up à ces deux gars qui ont fait une vraie saison régulière et qui nous ont pas mal fait rêver. On ferme tout ça, on ferme ça, et on attaque le rookie de l'année. Le rookie de l'année, bon, pour moi, il n'y a pas beaucoup de débat, ça va être Paolo Banchero pour la simple et bonne raison qu'il s'est instauré comme franchise player. Les stats le montrent, 20, 7, 3, ça déroule, c'est une belle saison, il fait 72 matchs, c'est impeccable. Bon, les pourcentages sont un peu dégueux, mais c'est un rookie. Voilà, honnêtement, 42, 30, 75, c'est une saison rookie, mais c'est qu'il avait beaucoup de ballons, il a beaucoup de déchets. Si on regarde son using percentage, c'est pas ça. Il est où le using percentage ? Il est à 27%. Ce qui est beaucoup, mais c'est un rookie, c'est normal. Donc ça monopolise pas mal la balle et c'est normal qu'il y ait des déchets techniques. Après je pense que statistiquement ouais ça va être lui parce qu'il est au-dessus de par exemple un Jaden Ivey ou un Bénédicte Mathurin qui était pendant très longtemps dans la course. Je pense qu'il fait cavalier seul en tête, mais j'aimerais quand même bien mentionner Jalen Williams parce que OKC est en play-in et que surtout le cochon il a des statistiques mais incroyables, 52%, 35% à 3 points et 80 au lancer franc. Il joue une trentaine de minutes, 75 matchs, 14 points, 4 rebonds, 3 passes. Il est impeccable et c'est un vrai artisan dans la victoire des Oklahoma City Thunder. Et je pense, en fait, ça ferait très plaisir de le voir rookie de l'année parce qu'il a un peu été plus impactant collectivement parlant. Puis le bilan collectif est meilleur. Hein. Je veux dire, le Magic est 34 victoires, il est 13e. Le Thunder a 40 victoires, il est 10e. Mais je pense que Paolo Banchero s'est vraiment installé comme franchise player. Et c'est ce qui fera que il sera rookie. Voilà. Et on finit avec le coach de l'année qui est Mike Brown. Mike Brown des Sacramento Kings. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps que ça. Pour moi, c'est évident que c'est lui. Ça doit être lui. Ce qu'il a fait avec l'effectif, la surprise, le storytelling, ça ne peut être que lui. Mais évidemment que ça ne serait pas choquant de voir un Mike Malone ou un Tyler Jenkins ou je sais pas moi un Joe Mazzulla ou un Mike Budenholzer être récompensé. Mais je pense que ce qu'il a fait avec les Kings était juste impeccable, juste incroyable. Et merci à lui en fait, merci parce que ce qu'il a proposé cette saison avec les Kings c'était incroyable et il mérite son trophée. Voilà, j'expédie un petit peu la fin parce que ça commence à faire long je crois. C'est ce qui fait que je suis absolument pas professionnel, mais je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de bilan de fin de saison. C'était le dernier épisode de la saison du RIP Show, en tout cas sur la saison régulière. Je pense pas qu'on va faire d'autres épisodes. Enzo a été absent un bon moment parce qu'il travaillait, tout simplement. Il travaillait 7 jours sur 7, le cochon.
Et que surtout que là, ce que je pense, je vais faire comme vidéo, je vais faire un bilan de mi-saison sur les Lakers. Enfin, de fin de saison sur les Lakers. Je vais faire une preview avec Enzo des match-up en playoff, en faisant nos pronostics. Peut-être qu'on fera un match-up sur une vidéo à chaque fin de tour, et dire, bah tiens, là, premier tour, on va faire une vidéo, second tour, on va faire une vidéo, finale de conf, on va faire une vidéo, et on va faire une vidéo sur les finales. Mais il y aura beaucoup moins de vidéos de toute façon. Et peut-être une vidéo hors série pour expliquer un petit peu la NBA, pour rendre accessible les choses. Je sais pas si je vais continuer ça plus tard, en étant très sincère. C'était une belle expérience de le faire. C'était un défi personnel. À la base, c'était juste pour le kiff, et puis c'est transformé un petit peu en défi. Après, j'ai pas vendu le truc en m'emmerdant à faire de la promo, etc. Mais c'était très cool à faire. Et je me parle à moi-même parce que je sais qu'il y a personne qui m'écoute. Mais si un jour j'ai envie de le refaire, bah, je le referai. Mais voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller chercher et à sonner les cloches de Pâques pour aller faire du civet de lapin. Je sais pas ce que je raconte. Je vous embrasse très fort et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.